thank you. Welcome to our panel. I'm going to switch from French into English back and forth because we have a panel of English speakers and French speakers. And so our panel is actually a very good one because we have a great variety of parties. We have Mrs. Elaite, representative of the governments, and we have companies with Engie and Saint-Gobain, and we have a non-profit with Christophe Nuttall, and we have the Voice of Academia with Professor Stevens. So thank you very much for being here. Our theme today is more about... Okay, I'll speak louder. Our themes is really to explore how we can mobilize all the parties, and I guess by saying that we're going to talk about the bottom-up approach and how we came to that. My first question would be for you, Mrs. Minister. Sorry? Oui, et je vais vous poser la question en français. Est-ce que cette approche de bottom-up, comment vous l'envisagez, vous qui allez être bientôt diriger la COP, la prochaine COP au Maroc? Comment vous approchez cette mobilisation de tous les acteurs et quel regard vous portez, un peu le regard historique de cette approche, de cette nouvelle approche? D'abord, laissez-moi remercier les organisateurs, le Forum du Nouveau Monde et l'OCDE pour m'avoir convié, me donner cette opportunité de prendre la parole. Et alors cette approche dont vous parlez, au fait, c'est une nouvelle genèse au niveau des COP. Vous savez que dans l'historique des COP, c'était toujours des négociations entre les États et souvent, il n'y avait pas grand-chose qui se passait à côté des négociations formelles. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle dynamique qui a été fortement intensifiée par la France. Et là, je rends hommage au gouvernement français et aux Français parce que pour la première fois, au niveau des COP, on assiste à une dualité au niveau des négociations. Il y a les États, mais d'un autre côté, nous avons... et moi-même, j'ai suivi, j'ai assisté et participé à toutes les initiatives lancées par la France. Nous avons la société civile, les territoires, le sommet des entreprises, les régions, enfin les jeunes. Il y a une dynamique exceptionnelle qui est une mobilisation exceptionnelle qui a été lancée par la France. Et cette dynamique, je crois, serait au cœur des solutions de Paris. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant ces activités que nous avons vécues avec la France, on a eu la déclaration des territoires qui se sont engagés à diminuer de 15% les gaz à effet de serre au niveau des villes. On a eu la déclaration du secteur privé qui a fait des engagements, et vous savez que les entreprises privées sont responsables de 67% des émissions mondiales. C'est pas rien. Et le fait d'avoir les 600 ou 500, vous me corrigez, plus grosses entreprises mondiales qui se sont engagées à Paris et qui ont montré par les actes, parce qu'ils ont avancé leurs investissements qui étaient de 550 milliards de dollars d'investissement dans les renouvelables en 2015. Et donc, on a vu un mouvement de la société civile qui, elle, allait plus vite que les États. Et ça nous a inspiré. On a eu des maires qui sont venus parler de pratiques dans leur ville, d'énergie positive, de choses, de la vie de tous les jours qui touchent les citoyens. Et donc, je trouve cette dynamique exceptionnelle parce que cette dynamique, maintenant qu'on est dans les négociations, et je viens des négociations, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'a pas atteint les 2 degrés C dont on parlait. Mais ça ne veut pas dire que nous avons échoué, parce que ce que nous vivons est juste, on est en train de réécrire l'histoire. Et Madame a posé une question, changement de paradigme et changement de modèle de développement. Eh bien, je pense que la France y est pour beaucoup et nous sommes en train de changer de modèle de développement. Nous sommes en train d'inciter récemment, il y a un rapport de l'OCDE sur les investissements et les flux financiers en direction du climat ou qui concerne le climat vers les pays en développement qui a montré qu'il y a eu en 2014 62 milliards de dirhams
de dollars d'investissement qui ont été apportés dans le climat. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos institutions financières, auxquelles nous avons reproché de financer des installations non sobres en carbone, des centrales à charbon par exemple. Et donc ces institutions sont en train de changer de modèle et d'aller vers des investissements verts. Donc on est en train peu à peu de mobiliser tout le monde pour aller vers la transition énergétique et la transition écologique. Je préfère ce terme parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire hormis les énergies. Et donc aujourd'hui, on voit le citoyen aussi participe et c'est magnifique. Ça permet finalement de maintenir la pression en fait, sur les États et sur les institutions, un petit peu, c'est ce que vous voulez dire. Au fait, vous savez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que ce qu'on a remarqué que la société civile avançait plus vite que les États, en réalisation, en mettant du concret sur le terrain. Et ça nous inspire pas seulement en tant que politique, mais ça nous pousse à aller plus loin au niveau des négociations et d'essayer de trouver des compromis. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Et ça encadre bien avec le thème de votre colloque. On en est là. Aujourd'hui, nous avons un bien commun et tous, malgré qu'on a un objectif qui est le même. L'objectif ultime, c'est de revenir aux 2 degrés C qui caractérisaient l'atmosphère à l'ère pré-industrielle. Mais aujourd'hui, en tant qu'État, nous avons cet objectif commun, mais nous avons des défis et des intérêts complètement différents. Et nous sommes appelés à laisser de côté nos souverainetés nationales et aller vers une solidarité internationale, ce qui est difficile. Et j'espère que la première semaine de la COP21 nous permettra d'aller plus loin au niveau des négociations. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Professor Stevens, I'd like to have your perspective. You know, is that true that you know the civil society and you know, non-governmental parties are pushing ahead and you know are more advanced in terms of forward-looking environments? Is that true? Does that really make a difference? This bottom-up, you know, mobilization strategy. Well, I start, first of all, by echoing what the minister said in terms of thanking the organizers and the hosts for having invited me for this important, interesting event. I start, in terms of your question, by reflecting on the scientific reality that, that I start from the scientific reality that greenhouse gases mix in the atmosphere. It's a global commons problem. That means for any individual country, they get the cost of taking action, but the benefits are distributed globally. And of course, that then means that for any individual jurisdiction taking action, whether it's a country, a region, a town, or a state, that the benefits they receive are going to be less than the costs they incur. That's a statement of why it is a problem. That's why it hasn't been dealt with, whereas localized air pollution, water pollution problems can be dealt with by individual countries, even individual cities. So it's a free rider issue. So international cooperation is required. But that international cooperation has to merit the highest level of effective governance because of this global commons problem. And with the exception of Europe, where we have the European Union speaking as a single voice in the negotiations, with the exception of Europe, the highest levels of effective governance in the world are sovereign states, nations. And ultimately, therefore, it's up to nations to put in place public policies that will essentially either constrain or provide incentives for private actors, which are mainly going to be businesses, but also individuals, consumers, to take actions which are in a climate-friendly direction. I see that as the venue in which the most will be achieved. And therefore, that's what I tend to focus on. Okay, so it's a slightly different perspective. I'd like to turn to Monsieur Mestrallet et Monsieur de Chalandard. Peut-être Monsieur Mestrallet, votre perspective en tant que société fortement émettrice de CO2, comment est-ce que vous abordez cette approche? Vous prenez les devants, vous faites du lobbying, comment vous voyez votre contribution dans ce grand débat? Alors, notre contribution, elle est double. D'abord, elle concerne évidemment toutes les actions que nous prenons
pour nous-mêmes, en tant qu'entreprise énergétique, nous sommes très impliqués dans les questions énergétiques environnementales et nous sommes un producteur d'énergie. Nous avons 50 000 personnes qui vendent et produisent de l'électricité et du gaz naturel, mais nous avons 100 000 personnes totalement dédiées à l'efficacité énergétique. 100 000 personnes. Mais de façon plus générale, ce que je voudrais dire, c'est que les entreprises, en quelques années, ont basculé. À Copenhague, où nous étions, les entreprises n'étaient pas convaincues du fait climatique et pas convaincues, dans leur majorité, avec des exceptions bien sûr, de la nécessité d'une action très, très forte, très, très engagée. Et depuis 5 ans, le changement est considérable. Considérable. Et on a pu le mesurer en mai à Paris. Pierre-André, avec le PE, a organisé des grandes réunions d'entreprises. Il en témoignera tout à l'heure, sûrement. Le monde de la finance a basculé. Avec la Caisse des dépôts et Europlace, on a organisé le Climate Finance Day. 1000 personnes. Et non seulement des institutions comme la Caisse des dépôts et AXA ont pris des engagements, mais les grands fonds de pension anglo-saxons, au fond, sont maintenant totalement convaincus qu'elles ne doivent investir que des entreprises qui prennent en compte la question climatique. Et ce n'est pas seulement en raison de convictions personnelles, parce que nous sommes des citoyens, nous avons des enfants, nous pensons à eux, mais nous, en tant que chef d'entreprise, nous devons aussi agir dans l'intérêt social. Et aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que nos convictions personnelles rejoignent complètement l'intérêt bien compris de nos entreprises. Je pense que l'idée qu'une catastrophe écologique liée au climat serait une catastrophe économique qui serait préjudiciable à l'ensemble des activités économiques et des entreprises. Il y a donc eu un changement considérable. Ça, c'est du côté des entreprises. Mais les entreprises, c'est aussi des salariés. C'est aussi des salariés. Et nos salariés, donc 150 000 en ce qui nous concerne, sont très, très concernés par cela. Et avec Madame la Ministre et avec Ségolène Royal à New York, nous avons assisté à la restitution du débat citoyen planétaire sur le climat. 10 000 personnes avaient été consultées dans 70 pays. Et le résultat de cette consultation citoyenne était très frappant. Les gens les citoyens, sont extrêmement concernés à 80%, ou près de 80%. Ils considèrent qu'il faut des décisions sur le climat, que ces décisions soient contraignantes. À 70%, ils pensent qu'il faut un prix au carbone. 70%. On aurait pu penser qu'ils disent c'est un peu technique, je ne comprends pas la question, je n'ai pas d'avis. Non, 70%, ils veulent un prix pour le carbone. Et alors nous avons décidé chez Engie, en voyant ce débat citoyen sur 10 000 personnes, de l'organiser chez nos 150 000 salariés. Nous l'avons lancé ce matin, et Madame Royal est venue le lancer chez nous. C'est un débat participatif. Et au fond, nous verrons le résultat. Il vient d'être lancé, même si on a fait quelques tests dans quelques pays, la Chine, le Maroc, qui montrent évidemment à la fois une mobilisation très forte. Nous faisons effectivement, nous sommes des émetteurs, puisque nous avons une très grande flotte de centrales à gaz dans le monde, qui est bas carbone, mais qui quand même émet du carbone. Et donc qui voit bien le changement de système énergétique, le passage d'une énergie centralisée à une énergie décentralisée. Donc il y a aussi des questionnements sur que sera d'un côté le système énergétique mondial totalement décentralisé, décarboné, digitalisé de demain, et quel sera le rôle d'une grande entreprise. Nous sommes le 3e producteur d'électricité au monde, l'un des premiers acteurs du gaz, et le premier de l'efficacité énergétique, avec nos 100 000 personnes. Demain, c'est quoi pour nous? Voilà. Donc, toutes ces questions
sur lesquels nous allons dialoguer avec nos propres salariés. Donc, on est vraiment dans le bottom-up. Les entreprises, à la fois individuellement, collectivement, prise de conscience des chefs d'entreprise et l'ensemble des salariés. Monsieur de Chalandard, est-ce que vous n'êtes pas trop d'accord avec Monsieur Stevens sur le fait que finalement c'est les politiques publiques qui doivent contraindre les sociétés et les entreprises? Vous pensez que... Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gérard Mestrallet. Je crois que la première chose, c'est que les entreprises ont changé et s'engagent. Alors elles le font pour les questions qu'a indiqué Gérard, qu'on peut mettre sous le vocable général de responsabilité sociale d'entreprise. C'est que les entreprises, elles ont des salariés, elles ont des actionnaires, et tout ça, elles sont des dirigeants qui sont aussi des citoyens comme les autres, et qui voient bien que c'est un problème important, et donc elles veulent contribuer. Ça, je pense, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que beaucoup d'entreprises ont changé aussi par rapport à ce sujet en disant c'est une contrainte pour beaucoup d'entre elles, mais c'est aussi une opportunité. Et dans Entreprises pour l'environnement, qui regroupe, qui est un peu le think tank des entreprises, des directeurs de développement durable, je dirais, des entreprises françaises, ça me frappe que depuis plusieurs années, il y a eu un changement. Et la majorité des entreprises, Gérard Mestrallet l'a dit pour Engie, pour Saint-Gobain, c'est notre raison d'être, le fait d'isoler les bâtiments et donc l'efficacité énergétique. Donc les entreprises ont vu que ce sujet du climat ne devait pas être vu uniquement comme une contrainte, un problème, même s'il faut y travailler, il faut s'engager, mais aussi comme beaucoup d'opportunités. Et c'est ça qui est très important et qui a changé. Et elles ont voulu le dire. Alors, il se trouve que l'ONU nous a conviés à nous exprimer. On l'a fait au mois de mai dans ce sommet dont parlait Gérard Mestrallet. Et donc, les entreprises s'engagent une à une, et elles ont pris des engagements de réduction de leurs émissions. Mais les entreprises, elles ne peuvent pas tout faire. Et elles ont besoin de dialogue. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'elles ont demandé, les entreprises, c'est de pouvoir dialoguer avec les États. Et c'est dans le cadre de la COP aujourd'hui, c'est Gérard Mestrallet qui est chargé de ce business dialogue. Et je pense que, comme l'a dit Madame la ministre, les autorités françaises qui président la COP ont très, très bien pris la balle au bond. Et donc, il y a un dialogue constructif ici. Pourquoi est-ce que les entreprises ont besoin d'un dialogue? Essentiellement parce qu'elles ont besoin, les entreprises, d'une trajectoire de prix du carbone. Et ça, ce n'est pas les entreprises qui peuvent le décider toutes seules. Elles peuvent, et on est obligé aujourd'hui dans un moment, et nous on le fait chez Saint-Gobain, de fixer un prix interne du carbone. Mais en attente de ce que vont nous dire les gouvernements. En fait, on a besoin que les gouvernements nous disent quel va être le prix à terme. Parce qu'on fait des tas d'investissements. On fait des investissements pour 10 ans, pour 20 ans, pour 50 ans, selon les métiers. Et donc, on fait de la recherche. Et donc, si on met un prix au carbone, on ne va pas prendre les mêmes décisions que si on n'en met pas. Et on a besoin de savoir, et on a besoin d'un prix qui converge. C'est le rôle aussi, je pense, qui est nouveau des grandes entreprises multinationales, c'est qu'elles voient bien que et elles disent, avec du poids, que si on a des situations trop différentes d'une zone à l'autre, eh bien, on n'avancera pas, parce qu'on aura juste déplacé le problème. On va aller investir uniquement dans les endroits où le prix du carbone est trop différent de celui où il est très élevé. Et donc, voilà, donc on a besoin des pouvoirs publics. Alors, vous avez dit, Madame la ministre, qu'on est un peu, les entreprises sont presque en avance. Je sais, mais on a besoin les uns des autres. C'est très important que les gouvernements ne voient pas uniquement les entreprises comme le problème, et qu'elles comprennent que c'est la solution. Pour isoler des bâtiments, et les bâtiments, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. On a besoin de fabriquer des produits qui vont isoler. Et ces produits, le double vitrage, par exemple, chez Saint-Gobain, il émet des gaz à effet de serre. Donc on a besoin, c'est la solution et c'est le problème. Il faut bien comprendre ça. Et donc il y a besoin de tout le monde, en fait. Et il y a besoin des ONG aussi, qui souvent nous stimulent. Il y a besoin des villes, qui sont des acteurs très importants. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas besoin non plus des gouvernements. Il y a besoin de tout le monde. Vous voulez réagir, Madame la ministre? En fait, je voulais revenir à ce modèle de développement durable. Parce que pendant le sommet du climat, pendant le Business Summit et aussi pendant le sommet de la finance, on s'est aperçu de quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'on est en train de promouvoir ce modèle
de développement durable, ce modèle sobre en carbone, tous les politiques en parlent, tous les États en parlent, mais d'un autre côté, nous avons un système financier qui ne suivait pas, parce on continuait à financer des centrales à charbon, etc. Nous avons des politiques de subvention de l'énergie fossile, et de 600 milliards de dollars par an est apporté en tant que subvention aux énergies fossiles, alors qu'on est en train de mener tout un débat pour 100 milliards de dollars par an. Et donc on s'est rendu compte qu'il y a une incohérence extrêmement grave et qu'on avait en face de nous des interlocuteurs comme le secteur privé qui était prêt et qui a investi et qui l'a montré, qui était prêt, mais qui nous disait, nous, on a besoin, en tant qu'investisseur, on a besoin de visibilité, on a besoin de savoir où vous voulez qu'on aille. Si vous voulez qu'on aille vers les énergies renouvelables et vers des technologies sobres en carbone, si vous voulez qu'on innove et qu'on aille vers ce modèle dont vous parlez, eh bien, il faut asseoir des cohérences. Et la cohérence, c'était de lever les subventions sur les énergies fossiles, c'était de réorienter les investissements vers les secteurs, vers la transition écologique, justement, vers le changement de paradigme, et c'était d'asseoir un prix minimal du carbone partout dans le monde, que ce prix du carbone soit le même en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, à Paris, et c'est ce que demandaient les industriels, et je vous dis que je suis d'accord. Ça prendra un peu de temps, mais il faut y aller. Je voudrais qu'on entende M. Nuttall, parce que sa perspective est très intéressante. Vous, en gros, vous dites, quoi qu'il arrive, un petit peu ce que disait Jérémy tout à l'heure, quoi qu'il arrive à Paris en décembre, il y a matière pour mobiliser tous ces acteurs non gouvernementaux autour de projets. Et en fait, avec un changement de méthode et justement très local, on arriverait à conduire des projets et vraiment changer les choses dans certains pays. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Tout à fait. Merci d'abord de l'invitation qui nous a été faite. Je crois qu'il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux, depuis Copenhague, il y a une évolution très nette à la fois des milieux industriels, à la fois des États qui reconnaissent le rôle dévolu à la société civile, aux collectivités territoriales. Elles n'en sont plus à côté, comme c'était dans les COP, mais elles sont autour de la table. Et ça, je crois que c'est déjà très important. Mais le paradoxe est qu'on parle beaucoup, mais dans un certain nombre de pays du Sud, et j'évoquerai simplement l'Afrique de l'Ouest parce que je la connais bien, je veux dire, ce sont des dizaines de millions de dollars qui ont été investis par l'aide publique au développement sur des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul projet d'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest. Je veux dire, il n'y a pas une centrale de 4 ou 5 mégawatts utilisant les énergies solaires. On parle beaucoup de l'éclairage public avec le LED. Par exemple, au Brésil, il n'y a pas encore véritablement, je veux dire, une dynamique vers ça. Ça commence en Chine, ça y est en Europe, c'est aux États-Unis, ça ne l'est pas encore dans les pays en développement. Gestion des déchets, on parle, je veux dire, de dommages extrêmement graves auprès des populations, des centres de déchets qui explosent parce que vous mélangez à la fois de la biomasse avec du plastique, etc. Et donc vous avez des morts, et je ne citerai pas des pays, mais je veux dire, c'est des réalités alors qu'on a des opportunités. Et donc nous, ce qu'on a voulu démontrer, c'est une nouvelle méthode de travail dans laquelle on n'est pas simplement du haut vers le bas ou du bas vers le haut, parce que quand on évoque le haut vers le bas ou le bas vers le haut, on travaille toujours en silo. C'est-à-dire que vous avez le monde des ONG, vous avez le monde des collectivités territoriales, vous avez le monde des entreprises, le monde des gouvernements, mais quand vous êtes sur le terrain, il est extrêmement difficile de travailler ensemble sur une même cause dans laquelle la société civile, à la fin, est bénéficiaire de ces investissements qui vont être faits. Encore faut-il que ces investissements aient une valeur, donc que ce projet devienne bancable par rapport à un investisseur, qu'il soit public ou privé. Et donc tout notre travail a été de voir comment sur 3 projets symboliques pour nous, au Brésil, en Algérie et au Mali, sur 3 technologies différentes, mais qui sont pour nous des réservoirs énormes d'opportunités,
Au Brésil, par exemple, on a aidé une vingtaine de villes dans un État du Brésil à faire leur bilan carbone et leur évaluation de qu'est-ce qu'ils pouvaient gagner s'ils changeaient leur système d'éclairage public dans les rues avec du LED. Et on s'est rendu compte qu'elles pouvaient gagner jusqu'à 40% de leur budget municipal si elles changeaient. Le problème, c'est qu'il faut acheter ce capital de lampes LED et que ça coûte cher à l'origine. Et donc, on a monté avec Electrobras, donc la société qui vend l'électricité au Brésil et qui la produit également, avec la BNDES, donc la Banque de développement du Brésil et un private equity, un fonds qui permet aux collectivités territoriales d'accéder au capital nécessaire pour acheter ces lampes LED et les remplacer. Mais en même temps, elle pouvait, grâce au fait que Electrobras était dans ce consortium, de rembourser non pas tout de suite les lampes, mais de continuer à payer la facture qu'elle avait d'électricité au départ et au fur et à mesure que le capital était remboursé, de baisser la facture énergétique. Et comme ça, il n'y avait pas de préinvestissement fait de la collectivité territoriale. Donc aujourd'hui, on travaille avec une centaine de villes qui vont bénéficier de cet instrument financier. Au Mali, pareil, au Mali, c'était une conversation que nous avions eue il y a 3 ans entre Arnold Schwarzenegger, donc, qui est notre président fondateur, avec M. Yumkela, qui était le directeur de United Nations Sustainable Energy for All, et puis avec Barroso. Et cette discussion avait amené à Schwarzenegger, qui aime les défis, et dit « I'm going to fix this problem ». Et donc, nous avons été au Mali parce qu'on avait des connaissances là-bas, avec une de nos régions membres, la région de Kita, au sud du Mali. C'est-à-dire, nous, on aimerait bien mettre en place une centrale solaire. Donc, on a eu un accord avec la collectivité territoriale, avec le gouvernement national, qui nous a fait confiance, et nous sommes allés voir des industriels qui étaient capables de dire « Nous, on va mettre l'argent sur la table pour faire les études de faisabilité avec vous, qui allez nous aider, voir comment on travaille avec la population, comment on travaille avec la ville, comment on travaille avec l'État. » Et en bout de course, au bout de 3 ans, certes, ça prend du temps, nous avons signé il y a 15 jours à Paris avec le président du Mali un contrat d'achat sur une centrale de 50 MW, un investissement de 88 millions d'euros sur une période de 30 ans pour lequel on va pouvoir produire de l'électricité. Et tout ça, ça a permis en fait de débloquer la négociation avec l'UEMOA, donc l'Union des pays d'Afrique de l'Ouest, sur une initiative de 200 MW, comment des ONG, les collectivités territoriales, des industriels et des acteurs financiers pouvaient travailler ensemble. Et donc toute l'idée a été de comment pouvait-on réduire la perception du risque, qu'elle était politique, qu'elle était industrielle ou qu'elle était financière, pour que l'investisseur à la fin dise « Ok, ça vaut la peine de mettre mon argent là-dedans ». Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que tant bien même que vous avez une volonté, une politique publique pour aller vers les énergies renouvelables, quand bien même les solutions technologiques existent et quand bien même l'argent est là, parce qu'il y a beaucoup d'argent, l'alchimie ne se fait pas. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de démontrer, c'est comment des acteurs, comme on dit en anglais, de connecting the dots, peuvent travailler ensemble à débloquer barrière après barrière, de manière extrêmement pragmatique et où chacun peut jouer son rôle, que ce soit les Nations Unies, les ONG, les entreprises ou les collectivités territoriales. Et enfin, dernier exemple, l'exemple de l'Algérie, où là, c'est une commande de l'État qui a un énorme budget pour faire de l'incinération des déchets. Pour des raisons diverses et variées, n'ont pas réussi à entamer ce programme, quand bien même les normes qui sont définies au niveau de l'État sont calquées sur celles de l'Europe, mais n'ont pas réussi à mettre en place des projets. Et donc, il a fait appel à nous sur la ville de Oran, Wilaya de Oran, où on a réussi à la fois à faire un travail d'éducation auprès des populations, à travers les écoles, à travers les mosquées, avec les régies des immeubles de l'État, où les ménages, maintenant, en amont, trient leurs déchets. Et ces déchets sont, triés de telle façon qu'ils ne sont plus mélangés avec la biomasse, et la biomasse est utilisée pour faire du compost, ce qui nous a permis aujourd'hui d'amener un consortium d'industriels et d'investisseurs pour faire ça à une échelle 1, à l'échelle du territoire. Professor Stevens, what do you think about this involvement in private initiatives? Do you think that they complicate the negotiations, or do you think they're scalable? Do you think they complicate the negotiations? Do you think they matter?
So I think it's interesting and I suppose commendable that Secretary General Ban Ki-moon, starting a year ago in September, began to draw in private industry more into the discussion. For that matter, NGOs, because it was written into the United Nations Convention, have been drawn in from the beginning. Ultimately, as I mentioned before, the way that this problem is going to be really addressed, to the degree that scientists anyway would say that it needs to be addressed, is going to be through governments putting in place public policies that, as the minister and others have said, put either a price on carbon, either directly through a carbon tax or a cap and trade mechanism, or implicitly a shadow price on carbon through regulation. That's eventually the way it's going to happen. Now, in order for countries to do that, we can't leave it up to them on their own, just as I believe we should not be leaving it up to corporations. It's asking too much of corporations, essentially, to not only fulfill their fiduciary responsibility to shareholders, but also to take responsibility for not just the one social problem there is, the thousands of social problems there are. It's too much to ask of corporations. It's the role of government, it's the role of civil society and representative democracies to put together the preferences of their society, whether it's on environment, it's healthcare, or anything else, and thereby provide either constraints or, I would prefer as an economist, incentives to private industry to become involved. So the role of the international negotiations then is, because it is a global commons problem, is to provide a structure whereby individual nations taking action are encouraged to take more action than they would if they were on their own. And I'm not going to jump ahead to talk about Paris, but my basic view is that the agreement that we're coming to in Paris at the very end of this month and in December is the second beginning. It's a very good start, really, on that process. Can you elaborate maybe on that? I mean, I'll be curious to know what our panelists think about the coming conference in Paris. Well, so my view is really teed off of the fact that the approach that's been taken in the international negotiations, which goes back to 1992, the Brazil summit, and then the first of the Conference of the Parties. We're now on number 21. The first one was in 1995 in Berlin, and the coming out of Berlin was a very important mandate, as it was called, which interpreted an equity principle, which is fundamental, certainly to developing countries, in the UN Framework Convention: common but differentiated responsibilities. Yes, it's a global commons problem. We're all in it together. However, some countries have contributed more to the problem historically, and some countries have more capability, i.e., they're richer. Absolutely correct, and it's a sound principle of distributional equity. However, in Berlin, that was interpreted in a very specific way, which in my view was a huge mistake and has wasted the intervening time. It was interpreted as, therefore, a dichotomous distinction: Annex 1, non-Annex 1. Either you have responsibilities or you have none. And it was based upon an already antiquated list of the so-called rich countries. So today, we're in a situation where 55 non-Annex 1 countries with no responsibility under Kyoto have higher per capita income than the poorest of the Annex 1 countries. And there was no graduation mechanism, so it was polarizing. That was a problem. The result is that today, under the Kyoto Protocol, the second commitment period in which we now find ourselves, 14%, 14% of global emissions are covered. Beginning in Durban, South Africa in 2011, really, but even as far back as Copenhagen, the countries began to consider a different approach. And the different approach that they considered was one that would include all countries, but still differentiating, because some are richer than others and some have more responsibility, but including all under a common approach in a more intelligent, more subtle, more enlightened way. That's what's now leading up to Paris.
And as of yesterday morning, the last time I looked, instead of 14% of global emissions as are covered by Kyoto, 87% of global emissions are covered, and I'll predict that it'll be 90 or 95% by the time we get to Paris. That kind of scope of action is a necessary condition for meaningfully addressing the problem. It's not a sufficient condition. We can talk about that, but it's a necessary condition, and that's what makes me feel very positive about the approach taken in Paris. Monsieur Mestrallet, vous partagez cet optimisme? Oui, je commence à être assez optimiste sur l'issue des négociations et des discussions à Paris. D'abord, il y a une différence fondamentale avec Copenhague. Avec d'abord le fait que ce soit le gouvernement français qui pilote le tout. Mais à Copenhague, au fond, ni les États-Unis ni la Chine ne voulaient d'un accord. Certains disent qu'ils l'ont un peu torpillé. Bon. Là, au contraire, les États-Unis et la Chine ont clairement voulu montrer, ensemble d'ailleurs, qu'ils avaient la clé et ont fait des annonces absolument déterminantes. Ce qui s'est passé la semaine dernière à Pékin, entre le président de la République française et le président de la République chinoise, est très important. Ils ont signé un accord par lequel la Chine admet que tous les 5 ans, on se reverra pour revoir à la hausse, bien sûr, les objectifs. Ça, c'est quand même très important parce que ça va apporter une réponse, si tout le monde suit, et on peut penser que ça donnera un signal, au fait qu'on ne va pas atteindre 2 degrés par la somme des ANDC de tous les pays. On couvre aujourd'hui effectivement 85% des émissions par les pays signataires, des émissions de CO2 dans le monde, mais la somme cumulée des engagements nous situera autour de 2,7, 2,8. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'ensuite on puisse tous les 5 ans corriger. Et ce n'est pas du tout évident que les Chinois acceptent de se prêter à ce jeu. Les Chinois ont fait un progrès gigantesque depuis Copenhague, mais tout seuls, librement décidés, sans aucun contrôle extérieur. Là, c'est quand même un premier pas qui, à mon avis, est assez déterminant. Donc, pour cette raison, je suis assez, cette raison et toutes les autres, mais assez optimiste. Je voudrais faire peut-être deux remarques, si vous me permettez. Une sur le nouveau paradigme qu'on peut appeler Energiewende en Allemagne ou transition énergétique. Certes, les États ont un rôle fondamental à jouer avec les parties prenantes, mais fondamentalement, le glissement vers un monde énergétique nouveau, il est balistique, il est parti. Personne ne pourra l'arrêter. On pourra l'orienter un peu, le guider, l'accélérer, mais il est dû fondamentalement à la technologie, à l'évolution de la technologie prodigieuse, et puis au comportement des gens. Sur la technologie, le secteur énergétique est un secteur où pendant 50 ans, il n'y a pas eu de breakthrough technologique, pas de révolution, des améliorations continues, mais pas de rupture. Et d'un seul coup, nous avons et nous vivons dans nos entreprises une double révolution, la révolution des technologies énergétiques, le photovoltaïque, qui va prendre une part considérable par la baisse des coûts de production, qui ont été baissés par 8 ou 10 en une dizaine ou douzaine d'années, et qui vont continuer à baisser. Donc bientôt, il n'y aura plus besoin de subventions. Les technologies de stockage de l'énergie et tout ce qui tourne autour. Et puis, il y a la technologie, la révolution digitale, qui s'applique à l'énergie et notamment à l'efficacité énergétique, au système de contrôle et d'optimisation énergétique. Et puis, il y a la révolution dans les têtes, qui est fondamentale, qui fait que les gens sont plus passifs par rapport à l'énergie. Ils veulent comprendre, gérer et parfois produire eux-mêmes. Donc, ce mouvement est irréversible et on va vers une économie énergétique qui était très centralisée. On construit des centrales de plus en plus grandes. Et maintenant, le mouvement s'est complètement inversé. On construit des équipements de plus en plus petits. Et donc, l'énergie nouvelle, les systèmes énergétiques nouveaux seront décentralisés, c'est-à-dire plus petits, plus près des consommateurs, plus près des territoires. Et ceci légitime complètement
l'aspiration des territoires à vouloir maîtriser leur avenir énergétique et leur stratégie énergétique. Nous travaillons avec ceux qui le souhaitent à faire un diagnostic et à définir leur potentiel énergétique et leur avenir en leur offrant des options. Et c'est l'objet de débats dans les municipalités ou les communautés de communes. C'est vrai dans les petites communes, j'en ai signé avec la ville de Jurançon, mais je travaille aussi avec les villes de Pékin, Shanghai et Chongqing. Donc ça, c'est une vraie révolution que rien n'arrêtera et qui est partie, quel que soit le souhait des gouvernements. Mais ça peut s'orienter, ça peut s'accompagner, ça peut s'accélérer. Et dans la mesure où le climat est en jeu, il est indispensable d'accélérer le mouvement si on veut se rapprocher des 2 degrés. Professor Stevens, you had a follow-up comment. I just wanted to comment that I agree completely. Mr. Mistrale made a very important point that the two joint announcements that have been made by the United States and China are absolutely crucial because those are, of course, the 2 largest emitters. Together account for approximately 40% of global emissions. But it is key to recognize that the reason each of those countries were able to make the stated contributions they were is because of the structure that we have in the forthcoming Paris Agreement, in which countries are asked to themselves essentially volunteer what it is they can believe they can do that's consistent with their domestic politics. It was in that context. That's one of the reasons why the positions of China and the US now are different from Copenhagen, because we weren't talking about an additional commitment period for the Kyoto Protocol. We weren't asking China to come and become an Annex I country. You weren't asking for the US to suddenly ratify an agreement it couldn't ratify. It's because of the structure of the international agreement. Madame la Ministre. Je voudrais revenir à cette histoire de responsabilité commune et différenciée, qui au fait est au cœur des négociations. Et il faut, si on est responsable, eh bien on est responsable. Quand les négociations sous la Convention ont commencé dans les années 92, il était clair, bon, il y avait des pays, comme a dit monsieur, dans l'annexe 1 et dans l'annexe 2, il était clair que la responsabilité de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre était due aux pays industrialisés qui, depuis la révolution industrielle, ont participé à l'augmentation des gaz à effet de serre et ont causé les conséquences des changements climatiques et leur impact sur les pays les plus vulnérables qui, alors, n'étaient pas producteurs de gaz à effet de serre, très peu émetteurs, et encore maintenant, à l'exception de quelques pays comme la Chine, le Brésil, etc., et qui encore ne sont pas émetteurs de gaz à effet de serre. Bon, les choses ont changé où certains pays sont devenus pollueurs. Mais sur le plan scientifique, il est extrêmement important de savoir que les gaz à effet de serre qui sont cumulés dans l'atmosphère sont là depuis 100 ans et ils vont rester pendant 100 ans. Et que donc ces pays-là ont résisté à un certain moment en disant oui, donnez-nous le droit au développement. Nous avons besoin de nous développer. Cette conférence de Copenhague qui a laissé un souvenir amer dans l'esprit de tous les négociateurs et de tous les États, au fait, est sortie avec quelque chose de révolutionnaire. Elle est sortie avec une innovation, les contributions. Et les contributions, c'est quoi? C'est qu'à Copenhague, tellement on a compris que le climat est devenu un bien public mondial, que l'urgence faisait qu'on devait tous participer et que seuls les pays industrialisés à eux seuls n'étaient pas capables de diminuer les gaz à effet de serre au-dessous de moins de 2 degrés parce que les États insulaires demandent 1,5 degré. Et donc, il a fallu que tous les pays participent. Et c'est là où volontairement, tous les pays se sont engagés à participer. Et c'est là où, à mon sens, nous avons redéfini le terme de la solidarité. Maintenant, il ne faut pas qu'au nom de la solidarité, on fasse payer des pays qui n'ont pas la capacité. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas.
c'est parce qu'on ne peut pas. Au niveau de l'Afrique, au niveau des États insulaires, il y a 1,2 ou 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Il y a encore 750 millions de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et 350 millions de ces personnes sont en Afrique. Les femmes et les jeunes filles passent 1,4 million d'heures par jour. C'est impressionnant à aller chercher de l'eau. Il y a 500 millions de terrains dégradés et donc un risque d'insécurité alimentaire monstrueux. Il y a 38 millions de migrants qui ont quitté l'Afrique à cause des changements climatiques. Il y a des problèmes d'insécurité, tout simplement. Et donc, on a des droits humains les plus élémentaires qui sont bafoués et on passe tout de suite à une notion de respect des droits humains. C'est là où on est et c'est pour ça qu'entre Lima, en une année, et Paris, nous avons vu une mutation exceptionnelle du texte de l'accord. Dans l'ancien texte de l'accord, et que les personnes qui suivent les accords, ils peuvent voir qu'à Lima, il n'y avait pas un seul mot qui rapportait le climat au développement humain, il n'y avait pas de liaison avec les objectifs de développement humain, il n'y avait pas de liaison avec la lutte contre la pauvreté. Tout simplement, le climat était un jargon incompréhensible pour le citoyen et même pour la société civile. Aujourd'hui, nous sommes d'abord en train de démocratiser l'information au climat. Nous sommes en train de muter vers une lutte des ministres de l'Environnement à une liste de politiques, parce que nous sommes dans des accords politiques aujourd'hui. Et je pense qu'il est extrêmement important qu'on tienne et qu'on respecte la différenciation au niveau des responsabilités, sinon on ne s'en sortira pas au niveau de Paris. Alors, une façon de répondre à ces grandes problématiques, c'est la question du financement et de l'aide justement à la transition énergétique dans les pays en voie de développement. Et je ne sais pas si aujourd'hui, justement, c'est peut-être un moyen, ce programme de financement de plus de 100 milliards par an de dollars à partir de 2020, qui devrait donc permettre à ces pays de pouvoir assurer cette transition. C'est peut-être une façon de mobiliser toutes ces différentes parties, les parties privées, les investisseurs. Est-ce que là aussi il y a un rôle à jouer pour les différentes parties? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, c'est là toute la question qui est largement encore débattue. Vous savez qu'il y a eu une promesse de 100 milliards de dollars par an d'investissement et d'aide aux pays, pas d'aide au développement, mais c'était une promesse pour aider les pays en voie de développement et qui étaient non émetteurs pour s'adapter et pour faire face aux conséquences des changements climatiques. Et pendant longtemps, donc, en fait, l'engagement des pays industrialisés et des pays développés était pour nos autres pays une gage de crédibilisation des accords et de confiance. Et donc, il fallait asseoir cette confiance. Et pour cela, la France, avec l'OCDE, ont initié une étude il y a quelques mois où il fallait faire un mapping de toutes les initiatives de financement du climat envers les pays en développement et où nous avons eu les résultats il y a quelques jours où il est dit qu'il y a 62 milliards de dollars d'investissement qui a été apporté en 2014 pour les pays en développement, pour les aider au niveau de la finance climatique. Le problème, c'est que ces pays, à l'unanimité dans la salle, disaient oui, où sont les 62 milliards de dollars? On ne les a pas vus. Où est parti cet argent? Et donc aujourd'hui, je pense que sous la Convention, nous devons réfléchir la Commission de la finance climat et l'ouvrir au niveau de l'information, vulgariser l'information des outils de financement climatique aux bénéficiaires. Il faut, et ça fait partie des conditions de transparence qui sont exigées, qui sont demandées par les groupes de négociation. Donc il faudrait qu'on sache qui finance quoi, où va l'argent, combien d'argent profite à l'adaptation. Il paraît qu'il y a 16% de cet argent qui a profité à l'adaptation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que la France joue ce rôle, et M. Fabius est très conscient qu'il y a de la bonne volonté, qu'il y a de l'argent qui est mis, qu'il y a de l'espoir pour enclencher
toutes les parties dans ce processus qui va nous mener vers l'accord de Paris, mais qu'il faut asseoir des mécanismes de transparence, des mécanismes qui peuvent faire profiter les pays de la connaissance des outils de financement. Où se trouvent les outils de financement? Voilà. Christophe Nuttall, pardon, vous qui justement vous manipulez tous ces, après M. Mestrallet, vous manipulez tous ces instruments financiers et vous travaillez sur des projets concrets. Moi, à ce propos, je suis très, très optimiste. Quand on voit ce qu'on a réussi à faire, nous, petite ONG au Mali, de réussir à avoir autour de la table les investisseurs à hauteur de 88 millions d'euros, à la fois du secteur privé, des investisseurs privés et des investisseurs publics, y compris l'émission des green bonds au niveau français, des obligations vertes, pour financer ce projet, dès lors qu'on a un projet sur lequel on a du 15% de retour sur investissement sur une sortie au bout de 9 ans, avec un kilowatt vendu qui est à 12-13 centimes d'euros, qui est moins cher que celui qui vient du pétrole, tout d'un coup, vous ouvrez un marché. Et donc aujourd'hui, c'est de voir, en dehors du système des Nations Unies, j'en ai fait partie pendant 20 ans, et on voit la difficulté qu'ont les acteurs publics au niveau des autorités locales à accéder à des mécanismes de financement qui sont totalement inaccessibles pour eux, c'est qu'on arrive de manière parallèle à créer des instruments auxquels on donne tout de suite accès à ces financements et à ces projets-là. Et je pense que soyons pragmatiques, dans 10-15 ans, on n'en parlera plus. Ça sera business as usual. Je suis convaincu de ça. Et donc, toute cette histoire de dire qu'il faut absolument 100 milliards de dollars par an, ils vont arriver automatiquement à un certain moment. Il suffit de sortir d'un certain seuil et ça va se faire naturellement. Je suis très optimiste de ce côté-là. Monsieur Mestrallet, vous vouliez ajouter quelque chose sur le financement? Oui, je partage l'avis de Madame la Ministre. Je pense qu'il faut bien préciser les choses. Alors, les 100 milliards dont on parle, qui ont été identifiés à Copenhague, c'est 100 milliards de financement venant du Nord vers les pays du Sud. Mais évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est des centaines de milliards qui sont dépensés. L'argent qui sont dépensés aux États-Unis, qui sont dépensés en Europe pour les éoliennes, pour le photovoltaïque, ne sont pas dans ces 100 milliards, et pourtant ils contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, où sont les 64 milliards? C'est déjà pas mal. Si c'est vraiment 64 milliards sur les 100 à trouver, bon, c'était l'année dernière, donc c'était avant la COP 21, donc encore un petit effort et on va y arriver. Mais je pense que lorsque nous-mêmes nous investissons dans votre pays, Madame, la plus grande ferme éolienne à Tarfaya, au sud du Maroc, de tout le continent africain, je pense que c'est compté dans les 64 milliards ou 62 milliards. Lorsque Merci. Lorsque nous investissons dans le solaire à concentration en Afrique du Sud, un barrage au Brésil ou des fermes éoliennes au Chili, je pense que ça doit être dedans. Mais globalement, sur l'ensemble des financements nécessaires, les entreprises, le secteur privé, représentent plus de 70% des fonds qui sont nécessaires. Et je suis d'accord avec vous, lorsque le cadre sera clair, lorsqu'il y aura un prix du carbone, pas un prix unique dans le monde demain, ça c'est pas réaliste, mais un prix du carbone, c'est pour nous la rationalité. C'est la façon de quantifier le climat. Et donc, lorsqu'on aura fait des progrès dans ce sens, et lorsque la technologie permettra de produire avec du photovoltaïque moins cher qu'avec n'importe quelle autre technologie, alors les financements viendront tout seuls. Professor Stevens, you wanted to add something on the financing? Yeah, with regard to climate finance, so if developing countries are not on the global climate policy train, it is not leaving the station. It's just spinning wheels. Because the growth in emissions, 100% is outside of what essentially were the OECD countries that are stated in Annex 1, 100%. So the OECD countries even now could take their emissions to zero and we'd still have an increase. But saying that they have to be on the train or it's not leaving the station
does not mean they have to pay for their tickets. That's a completely separate issue, the financing. And I agree completely that for purposes not only of international equity, but political feasibility, that the industrialized world, the richer countries, are going to have to finance a substantial part of that. Furthermore, when we talk about the importance of the non-Annex I or the developing countries participating, no one is thinking of the countries of sub-Saharan Africa mired in poverty. We're talking about the large emerging economies, China, India, Brazil, Korea, South Africa, Mexico, and Indonesia, if you include deforestation in the mix. That's where the action has to be. But I want you to keep in mind that individual projects, as meritorious as they are, pale by what was brought about as a result of governments putting in place the incentives for the private sector. So let me just give you one set of numbers. In the Waxman-Markey legislation, which was a nationwide cap-and-trade mechanism which passed the lower house but not the upper house in the United States in 2009, in that legislation there was a provision for offsets, essentially through the Clean Development Mechanism it would have been. And the best estimates by economists at the time is that that would have brought about $13 billion in foreign direct investment for climate-friendly projects in developing countries. And that policy was not nearly as ambitious as what EU policies are. So the possibility of having ambitious policies in the industrialized world, allowing offsets through carbon markets that stimulate investment in developing countries, is a huge potential source of funds. That's the only way that the $100 billion is going to be achieved. It's not going to be government-to-government foreign aid. That's a dream, and it doesn't even make sense. It's going to be foreign direct investment. Pierre de Chalendar, vous voulez rebondir un peu là-dessus? Moi, je suis assez optimiste aussi, même si, quoi qu'on fasse à Paris, il y a encore beaucoup de travail après, parce que sur le prix du carbone, on ne va pas y arriver d'un coup. Donc il y aura beaucoup de choses à faire. Donc je suis optimiste sur ces investissements, à la fois dans les pays industrialisés et dans les pays émergents, parce que c'est des opportunités, ça va être des opportunités pour les entreprises. Donc, à partir du moment où il y a des opportunités, les financements vont arriver. Enfin, Gérard Mestrallet parlait de ce qu'il fait au Maroc. Je pense que toutes ces choses-là vont se développer beaucoup. Les économies d'énergie dans les pays développés, l'utilisation la plus efficace de l'énergie, qui est encore la meilleure manière, parce qu'on peut avoir une énergie plus propre. Enfin, la meilleure chose, c'est d'avoir la même croissance avec moins d'énergie. Donc moi, je suis optimiste, mais je crois que c'est très, très important aussi de dire, et on est en train de le comprendre, qu'on peut régler ce sujet sans aller vers un monde en décroissance. Alors, bien évidemment que les pays émergents disent on a droit à la croissance, c'est les pays industrialisés qu'on veut dire, mais je pense que dans les pays développés aussi, c'est compatible, on peut aller vers un monde décarboné en trouvant de la croissance, parce que c'est des opportunités très très importantes pour les entreprises. Donc je suis optimiste, mais il faut encore une volonté politique forte, et ce ne sera certainement pas terminé à Paris, puisque d'ailleurs Laurent Fabius se dit le sujet du prix carbone, il n'est pas vraiment dans la COP. Je pense que le sujet du prix carbone, il est fondamental, et donc c'est à vous, Madame la Ministre, qu'on reviendra l'année prochaine, le rôle de faire évoluer, j'espère, de façon forte ce sujet. J'aimerais laisser un petit peu du temps pour la salle, pour des questions pour la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour, Oui. Je vais faire en français puisqu'il y a pas mal. Oh, whatever. All right. Je voulais rebondir sur ce qui avait été dit avec Mestrallet pour la participation au sein de votre compagnie Engie, sur les 50 000 personnes qui vont être impliquées, d'après ce que j'ai compris, dans le débat participatif. Qu'est-ce que vous allez faire après avec le feedback de ça? Comment vous allez faire? Et après, j'avais une autre question par rapport à Madame, ou peut-être collégiale, I don't know. Vous avez parlé effectivement des financements. Et hier, il a été évoqué avec certains... Je vous parle de mes conférences d'hier, sorry, mais il y avait une conférence très intéressante avec le président Hollande au Collège de France, avec des experts anthropologues, climatologues, et ils ont évoqué ce sujet de la transparence et des moyens d'agir pour
réguler ça et les financements. Donc, c'est apparemment un point épineux, mais qui expliquait que ce n'était pas très équilibré tout ça. Alors, ma question est, est-ce que, pour rejoindre ce que j'avais dit à M. Mestrallet, jusqu'ici, il y avait surtout des sanctions, pour punir les entreprises qui sont pollueuses, etc. Et là, il y a une méthode peut-être un petit peu plus soft, comme la vôtre, qui est plutôt participative. Mais après, quels sont les vrais moyens d'action pour réguler entre les pays une fois que les ratifications sont faites, ou agreements, whatever, à travers la COP? Je ne sais pas si c'est assez clair, mais merci. Je peux répondre à la première question. Donc, nous allons faire cette consultation auprès des 150 000 salariés du groupe sous deux formes. D'une part, des réunions organisées dans un certain nombre de pays. On a d'ailleurs déjà commencé. Nous allons en faire d'autres. Elles vont être structurées. Ça va prendre une demi-journée. Et puis ensuite, un questionnaire qui a été lancé ce matin en ligne, auxquels pourront répondre tous les salariés du groupe. Ensuite, nous allons collecter l'ensemble de ces résultats et nous allons les communiquer à Madame Royal et à la présidence française dans le cadre de la COP 21, et ces résultats seront accessibles à tous. Voilà. Monsieur Buchenanda, vous voulez préciser quelque chose? C'est pas exactement la question, mais revenir sur le sujet incitation ou punition. Quand on parle de prix du carbone, il y a deux sujets, et le professeur tout à l'heure a évoqué, il y a ce qu'on peut appeler une redevance ou une taxe, et il y a des systèmes d'enchères de marché. Je pense que selon la manière dont on veut traiter quel sujet on traite, il faut mieux faire l'un ou l'autre. Mais si on veut s'attaquer à tous les usages diffus, le bâtiment, la mobilité, la redevance ou la taxe, on l'appelle comme on veut, et le seul moyen est très efficace. Et je vous donner un exemple parce que ça a existé dans le passé, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais je trouve que c'est un exemple très éclairant. Qu'est-ce qui s'est passé après le premier choc pétrolier entre les États-Unis et l'Europe? Les Européens ont dit on va mettre une taxe sur l'essence, en France ça s'appelle la TIPP, et on a une essence beaucoup plus chère. Aux États-Unis, on n'a pas taxé. Aujourd'hui, en Europe, à peu près 80% du prix de l'essence, c'est des taxes. On regarde 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? On a une société européenne où on a des voitures plus petites qui consomment beaucoup moins, beaucoup plus de transports en commun, et on ne peut pas dire quand même que des industries de transport qui sont en aussi bon état, sinon mieux qu'aux États-Unis. Donc on ne peut pas dire que ça a été un problème pour la croissance. Et donc on a incité par des redevances ou des taxes des comportements qui ont été très vertueux. Bon, alors on peut dire que c'est punitif, je ne sais pas si ça a été punitif. Donc, si vous voulez, je pense que selon... Alors, quand on est un énergéticien, on va dire qu'il vaut mieux un mécanisme de marché parce que ça oriente... Mais si on veut s'attaquer aux usages diffus, je pense qu'il ne faut pas voir nécessairement les redevances comme quelque chose de plus... Alors, ce qu'on n'a pas fait bien, et là, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est que les moyens dégagés par cette redevance à gaz devraient être affectés à des actions, qu'elles soient d'ailleurs dans les pays émergents ou ailleurs, ou redéployées sur la recherche, parce que il y a des gros sujets de recherche sur lesquels il faut travailler. Le stockage et la capture et le stockage du CO2, le stockage de l'électricité, c'est des sujets majeurs sur lesquels il faut travailler. Si on réemploie ça, je pense qu'on n'aura pas nécessairement fait quelque chose de punitif. Madame la ministre. Moi, par contre, je me permets aussi de donner mon avis sur la partie du débat citoyen, parce que moi j'ai une autre lecture. Vous savez, madame, que dans notre région, la société civile a renversé des États. Et donc, dans l'accord de Paris, c'est pas l'objectif, hein, on ne veut pas que la société civile fasse de la pression, mais dans l'accord de Paris, la société civile est partie prenante de l'accord. Il y a un village de la société civile qui va être représenté en force. Et puis, on ne peut pas, en tant que gouvernement, fermer les oreilles et ne pas écouter la société civile. Et c'est la société civile qui sera l'indicateur, qui va nous dire si l'accord de Paris est un succès ou un échec, parce qu'elle a un rôle à jouer, elle a un poids, et puis les gouvernements écoutent la société civile. Et donc moi, à travers le débat citoyen, d'abord je vois le premier impact majeur, c'est qu'il permet une prise de conscience de la problématique climat au niveau
du citoyen lambda qu'on est à travers le monde. Et moi, j'ai vu ça à New York quand vous avez présenté le débat citoyen, qu'une population très loin de soupçonner qu'un pays industrialisé au nord a pollué et que c'est à cause de lui qu'elle n'a pas d'eau potable, a pris conscience qu'il y a un problème de pollution au niveau mondial, il y a un risque réel de changement climatique et il y a des pratiques journalières de tous les jours, dans la vie de tous les jours, que l'on peut, en tant que citoyen, faire pour améliorer et pour participer à l'amélioration du climat. Et donc, c'est une prise de conscience exceptionnelle qui peut alimenter la société civile, qui a un rôle extrêmement important au niveau des accords. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, Monsieur le Président, de venir refaire la même expérience lors de notre COP. Pour le deuxième aspect qui concerne les financements, et ça je pense que j'en ai parlé, je pense qu'il y a de très bonnes volontés et je suis, comme je vous l'ai dit, très positive pour cette COP, quel que soit le résultat de la COP. Je vais vous dire, et ça je ne sais pas si je suis en droit de le dire, mais je le dis quand même, quel que soit le résultat de la COP, moi j'ai vu une dynamique qui n'a jamais existé dans aucune des COP précédentes. J'ai vu naître des initiatives que jamais on n'aurait pu imaginer dans les COP précédentes. Il y a effectivement de la très bonne volonté de la part de tous les pays pour que l'accord de Paris soit un succès. Et il y a aussi la pression du succès de la société civile, parce que la société civile nous a montré qu'elle nous a laissé bien derrière, qu'ils ont commencé à investir malgré l'incohérence des politiques des États, malgré que nous continuons à subventionner les énergies fossiles, malgré que nos finances sont orientées vers les économies peu sobres en carbone, eh bien, les entreprises ont compris qu'il y a une opportunité de business et, en même temps, une noble action à aller vers des opportunités climatiques. Donc, je dis que je suis très optimiste pour Paris et qu'il suffit de mettre en place des mécanismes pour clarifier. Il y a de la bonne volonté. On n'a aucun doute que les pays industrialisés s'investissent pour aider les pays en développement. Maintenant, il faut le montrer sous la Convention, dans le cadre de mécanismes clairs, transparents, qui permettent à moi, bénéficiaire, quand je veux demander une aide ou un prêt concessionnel ou pas, eh bien de savoir qu'il existe une multitude d'outils de financement et qui se trouvent dans A, B, C, D, E et que ça soit clair. Et donc on a demandé que ce mécanisme soit mis en place et qu'il y ait un second mécanisme extrêmement important, c'est un mécanisme de renforcement des capacités des pays qui sont demandeurs de cette aide. Pourquoi? Parce que ça permet déjà de nous donner le savoir pour décrypter les informations, les comprendre et préparer nos projets et aller avec des projets bancables chez les financiers. Parce que les gens du Fonds vert nous disent « Nous avons reçu une centaine de projets, mais très peu étaient bancables, très peu présents. » Et donc, il y a des mécanismes à mettre en place et nous avons demandé qu'ils soient mis en place pour qu'on conclue l'accord de Paris sous de belles auspices. Voilà. Alors, Monsieur Mestrallet, vous voulez encore parler et peut-être une dernière question à la Chambre. Oui, trois mots. Un, bien volontiers, Madame la Ministre, pour vous transférer de l'ingénierie sociale, la technologie sociale, pour, si vous souhaitez organiser un débat citoyen dans votre pays. Deuxièmement, juste un mot sur les théoriciens opposent la taxe et le cap and trade, le marché. Alors, je rappelle simplement qu'en France, nous avons les deux. Nous avons à la fois le système des ETS européens qui s'appliquent aux grandes entreprises, notamment énergétiques. Et puis pour les systèmes plus diffus, nous avons une taxe carbone qui s'applique à nos consommateurs de gaz, par exemple. Donc on est gâtés quand même. On a les deux. Et troisièmement, pour bien comprendre tous ces mécanismes sur le prix du carbone et le climat, je vous recommande la lecture d'un excellent livre, celui de Pierre-André de Chalandard. Est-ce que vous avez une dernière question dans la salle? Oui, une dernière question. Merci. Que pourriez-vous dire et répondre aux scientifiques qui sont climato-sceptiques? Merci. Wow.
Professor Staleyman. Professeur, voilà. Professor. So I think the big issue is not really the very small number of scientists who speak out with so-called climate skepticism, but rather politicians and interest groups that then celebrate the work and provide essentially a platform for those people. There's a real problem here for the public. And the reason is that it's very hard for the public to see climate change. In fact, no one on this stage sees climate change. Probably no one in the audience sees climate change, unless you're an atmospheric chemist or a climatologist. You and I see the weather. Now, the way that normally in representative democracies we've often gotten environmental laws and regulations is somewhat from public demand, because people care about the environment, they see terrible hazardous waste problems, local air pollution, local water pollution, and they demand action. And in fact, I'll tell you briefly that in the United States, we have 5 major statutes. Every one of them came about as a result of a real or perceived, not always real, environmental disaster. That led to press coverage, that led to legislation. But I'll mention one of them, but this applies to all of them. One of these was in 1979 when the Cuyahoga River outside of Cleveland, Ohio, caught on fire. But if you go to the newspaper in Cleveland the next morning, you don't see a quote from someone saying, well, rivers periodically catch on fire for natural reasons, so who knows? No, it was obvious that it was petroleum and chemical residue on the surface of the water. But with climate change, it isn't that way, because all of us observe the weather, not the climate. And I don't have a blackboard, so I'm not going to try to draw on it. I'm going to do it with my hand. So I've spent 20 years working in the Intergovernmental Panel on Climate Change. And I can tell you that even the most abrupt climate change that my colleagues in the scientific community, I'm an economist, would describe, I'll draw it as something looking like that, upward sloping. But if I superimpose upon that the weather variation on a single day, year to year, that looks like this. And there's a signal to noise ratio problem. And it's for that reason that it's sometimes easy for a few voices of skepticism to be influential with the larger public, because the larger public doesn't see climate change. It requires modeling. But what I'll end with is to say that because of what I've just said, that's why I don't want to put faith and rely upon bottom-up demand from the public to address climate change. Unlike local environmental problems, unlike even transboundary problems like acid rain, this is one for very specific scientific and economic reasons is going to require enlightened public leadership from the top, from the elites. It doesn't sound good to say that, but I think that's the reality we face, which is why I'm brought back not only to the leadership from private industry, but I'm brought back to thinking about the leadership we have in governments. I think, it's a very well-received point in France, this elite thing. Thank you very much.